Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Et vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène. Et pour clore cette journée, nous avons le plaisir d'animer avec Valérie Didier une heure d'échange consacrée au logement et à l'habité à l'heure de l'Anthropocène. Et moi, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec François de Gasperi. C'est un peu une nouveauté de la saison et c'est un grand plaisir. On partage le travail et on se répond et je trouve ça intéressant. Donc, nous savons combien la préservation des sols et leur porosité est précieuse. Nous savons aussi que les humains ont besoin d'abri et qu'il faut construire ou transformer des espaces existants à cet usage essentiel à tous et toutes qu'est habiter. Quelles sont les stratégies et les politiques possibles en la matière dans un contexte d'adaptation et d'atténuation aux brusques évolutions climatiques à l'œuvre? La densification peut-elle être un levier pertinent pour adapter les villes aux enjeux du changement global? D'autant que ces villes sont déjà souvent des espaces denses. C'est le cas de Lyon dont on va parler ce soir. Et à minima dans les centres historiques. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux invités, de recevoir Raphaël Michaud. Bonsoir, à cette heure peut-être. Je vous invite à vous rapprocher du micro. C'est toujours mieux. L'idée, c'est qu'on vous entende bien. Bonjour. Super. Et puis, donc vous êtes délégué à la ville de Lyon, à la ville abordable, bas carbone et désirable. Et nous avons un second invité, Ethan Lévy. Ethan, bonjour. Bonjour et bonsoir aussi. Super. C'est 19h. Bien. Et vous êtes architecte et cofondateur de Roofscapes. Peut-être François. Exactement. Alors merci pour votre présence à tous les deux. Et en guise d'introduction, pour rendre cet échange un petit peu personnel, on aimerait vous demander, Raphaël Michaud, vous êtes ingénieur de formation si je ne me trompe pas, vous avez travaillé au sein du cabinet de conseil Algoé, un cabinet historique de la place lyonnaise. Qu'est-ce qui vous a conduit à entrer en politique ? C'est la première chose que j'ai faite quand je suis sorti de la maternité, quand je suis devenu papa. C'était vraiment de se dire qu'est-ce que je pouvais offrir comme avenir à mon fils. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire je vais rentrer en politique dans le parti qui prendra le plus soin de mon fils, c'est les écologistes. Ah bah c'est simple. Il a quel âge votre fils ? Il a 14 ans. Ah bah voilà, donc 14 ans d'engagement politique, c'est beau. C'est en tout cas un parcours qui progressivement m'a ouvert les yeux de plus en plus sur les inégalités qui étaient ou non portées par les politiques et du coup en quoi est-ce que, en tant qu'associatif, en tant que parent d'élèves et en tant qu'acteur de la cité, j'avais des plafonds de verre au-dessus de moi qui étaient des plafonds de verre politiques qu'il fallait au bout d'un moment faire sauter. Et là je vois que vous parlez d'association, vous aviez un engagement associatif par ailleurs avant d'entrer en politique et donc d'être papa ? Alors j'ai toujours été intéressé par la ville, donc j'ai toujours été intéressé par l'espace public. J'ai eu la chance de créer un collectif de composteurs de quartier où on a monté un premier collectif justement et le premier composteur on a mis 3 ans à obtenir le droit d'aller sur l'espace public et puis le deuxième on a mis 2 ans, le troisième on a mis 1 an et au final on avait 14 composteurs quand j'ai laissé ma place pour rentrer en politique et prendre la place à la mairie. Et alors, Ethan Lévy, vous de votre côté, on va reparcourir peut-être brièvement votre curriculum. Vous avez été diplômé du MIT et vous êtes cofondateur en 2020 de Roofscapes avec Olivier Faber et Tim Cousin. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à monter cette start-up, sachant que vous êtes spécialiste de l'architecture et de l'immobilier? Qu'est-ce qui vous a convaincu de l'intérêt de monter cette start-up? Oui, c'est quelque chose, une histoire de laquelle on aime bien parler, puisque c'est un peu ce qui cadre aujourd'hui notre quotidien, notre travail sur Roofscapes. On est avec Tim et Olivier, on est tous les trois de formation architecte à la base. On s'est rencontrés pendant le début de nos études à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, et on a eu l'occasion à la fin de notre licence en architecture de travailler dans plusieurs cabinets d'architecture et je pense que ça nous a ouvert les yeux sur d'une part la nécessité et la réalité de ce métier d'architecte et plus largement sur toute la chaîne d'acteurs et la chaîne de valeur liée à l'aménagement, l'adaptation, la transformation de la ville, de la cité, comme disait Raphaël. Et à côté de ça, on s'est aussi rendu compte finalement du rôle
classique de l'architecte qui est peut-être un peu réducteur à nos yeux, ou un peu réduit à des tâches qui nous intéressaient pas toujours, et ce rôle d'architecte nous apparaissait assez souvent un peu en bout au bout de la chaîne de décision, au bout de la chaîne des acteurs. Donc je pense qu'il y a plein d'exceptions et plein d'architectes qui font un travail remarquable contre ce statu quo, mais que malgré tout on ressentait qu'il y avait une certaine inertie qui risquait de nous pousser dans une position pas très intéressante, pas très stimulante dans un premier temps. Et donc c'est un peu de là qu'est venue l'idée dans un premier temps de se dire qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut produire comme système ou comme projet en réaction ou en parallèle de ce rôle plus classique d'architecte. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser à la question d'une part aux questions d'adaptation des villes, de vagues de chaleur, d'îlots de chaleur urbains, et également aux questions du manque d'espace extérieur en ville. C'était un peu avant le Covid et ça a évidemment pris beaucoup d'ampleur, ce sujet, par la suite. Mais aujourd'hui, en regardant depuis 3 ans le travail qu'on a fait sur Roofscapes, je crois que c'est vraiment la thématique de l'infrastructure accessible qui nous tient à cœur avec Roofscapes. Comment est-ce qu'on peut ouvrir de nouveaux espaces, de nouveaux territoires dans les villes qui sont déjà là mais qui ne sont pas encore aménagés, adaptés ni pour des humains ni pour d'autres espèces. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui tous les jours de développer. Avant qu'on entre peut-être dans les solutions que vous développez tous les deux, là où vous êtes, bien sûr, j'aimerais qu'on revienne sur cette idée de la densité, qu'on prenne un petit moment pour décortiquer ce terme et ce qu'il recouvre, parce qu'il est souvent mal entendu. Alors, je dirais que la première définition un peu basique, c'est la somme des habitants et des emplois par unité de surface. Alors ça, c'est pas très glamour de le dire comme ça. Voilà, et donc si je parle de ce critère-là, Paris, on est à peu près à 21 000 habitants au kilomètre carré, ce qui en fait la 8e capitale mondiale de ce point de vue-là, la première étant en termes de densité Manille. Lyon est à 11 000 à peu près. La moitié. Ouais, la moitié. Ce qui en fait, je crois, la 4e ville française, sachant qu'après Paris, il y a Boulogne, Montreuil, et ensuite Lyon, et ensuite Villeurbanne. Donc là, pour le coup, on pourrait parler de la métropole de Lyon. On est donc sur une ville française extrêmement dense au regard des chiffres en France. Donc j'aimerais qu'on s'attarde un peu là-dessus, sur qu'est-ce que c'est la densité. Peut-être Raphaël Michaud. Qu'est-ce que c'est la densité ? C'est une très belle opportunité d'avoir de l'intensité urbaine, d'avoir finalement des voisins et d'avoir des voisins à rencontrer. C'est le plaisir de la ville, c'est aussi de pouvoir avoir un lieu de rencontre. Donc pour moi, c'est avant tout une opportunité. Et après, il faut la composer, l'organiser de manière à ce que ça reste un plaisir. Et notamment, la densité, elle repose sur le fait que pour aller vers les autres, il faut avoir un espace d'intimité. Et donc il faut que l'ensemble des éléments, et notamment l'unité de base, le logement, soit vraiment un cocon, un endroit où on puisse se replier sur soi, avoir un espace de tranquillité et un espace de bien-être, avec notamment des enjeux de silence, des enjeux de lumière, des enjeux de contact à la nature, qui permettent derrière de pouvoir se tourner vers les autres et de pouvoir aller profiter des bienfaits de la ville. Ethan Lévy, peut-être une réaction sur ce sujet et votre définition de la densité ? Oui, je partage tout à fait ce que dit Raphaël. Peut-être que ce que je rajouterais, c'est que cette question de densité, il faut aussi la considérer en lien avec l'intensité de la densité ou de la non-densité, qu'on va en fait parler dans des villes comme Paris ou Lyon de densité assez importante, comme vous l'avez dit, mais qui sont pas non plus toujours constitués par des immeubles de 20 étages et à côté de ça des grands espaces ouverts où on n'a plus rien. En tout cas, quand on regarde le centre de ces deux métropoles,
Je pense que c'est très important d'avoir cette idée qui dépasse tout simplement l'échelle de la parcelle ou l'échelle de l'îlot, d'avoir une continuité d'intensité et un travail sur l'intensité, sur les espaces fermés avec des habitants, sur les espaces ouverts avec des espaces publics qui accueillent chacun et chacune, et de pas avoir peut-être, ou en tout cas de bien considérer quand il y a des grandes ruptures sur cette intensité de densité. Et alors justement, on le sait, la densité, elle emprunte différentes formes urbaines. En fait, c'est assez contre-intuitif, mais par exemple, un grand ensemble, une grande tour, n'est pas forcément plus dense qu'un petit quartier de maisonnettes. Et en fait, à ce titre, quelle serait votre densité idéale l'un et l'autre, et quelle forme urbaine pourrait-elle revêtir? Quelles sont aujourd'hui les formes urbaines pour produire de la densité qui sont intéressantes et opportunes au regard de la transition écologique? Pour le coup, à Lyon, le sujet qui nous porte le plus, c'est le sujet de la cité-jardin. Mais parce que notamment, on a beaucoup d'exemples à travers le travail de Tony Garnier et le patrimoine dont on a pu hériter, avec cette logique de coexistence entre des bâtiments de plusieurs étages, 4, 5, 6 étages parfois, et puis face à ça, une densité végétale immédiate et intuitive. Enfin, ce plaisir d'avoir le contact à la nature immédiat par la fenêtre, ouvrir la fenêtre, entendre les oiseaux, se dire que, et dans le même temps être en ville, c'est clairement une densité de référence. Et après, c'est une forme urbaine du coup qu'on réinterprète en fonction des lieux où on est, en fonction du dégagement qu'on a réellement. Et du coup, derrière, il y a quelques garde-fous. Quand on dit on fait de la densité, il faut garder le contact avec la terre. Donc à un moment ou à un autre, quand on va dans la densité, il faut avoir en face de ça de la pleine terre, de la nature, des strates végétales et puis de la biodiversité. Il faut avoir un contact à la lumière qui soit évident, avec des politesses vis-à-vis de l'ombre portée et du coup derrière du soleil qu'on peut avoir, même le 21 décembre, même au moment où le soleil est le plus bas sur l'horizon. Ma promesse, moi, c'est de dire il y a 2 heures de soleil pour tous les logements à Lyon. Et c'est un engagement qui permet derrière d'avoir quelques garde-fous. Et le dernier, c'est évidemment la qualité aussi de l'air qu'on respire. À un moment ou à un autre, la densité ne marche que si on a justement un air sain et peu de bruit associé à son habitat. Oui, alors justement, si on reparle de la question de la forme urbaine, parce qu'il y a ce qu'on peut construire, il y a ce qu'on peut transformer, les bâtiments qui seraient réversibles pour d'autres usages. Il y a les questions patrimoniales dont on parlera un peu plus tard. Mais il y a dans les dispositifs à Lyon, et on trouve d'autres systèmes justement à Paris, on pourra en parler avec Ethan Lévy, justement d'intelligence formelle sur la question de la densité, c'est-à-dire un peu, pour prolonger ce que vous avez dit, Raphaël Michaud, et ce qu'a complété Ethan Lévy, ce rapport entre, ou plutôt ce séquençage entre un espace complètement public, qui peut être une place, une rue, une avenue, etc. Et puis tous ces espaces interstitiels qui vous amènent à justement ce qui est privé, ce qui est intime, ce dont vous parliez, donc le logement. Et donc il y a plein de dispositifs. Dans le plan Haussmann apporte un séquençage, par exemple, de l'avenue à la ruelle, en passant par la cour, etc. Et à Lyon, on connaît des choses comme ça. Je pense par exemple au plan Morand avec des cœurs d'îlots qui sont très importants. Je pense aux dispositifs que sont les traboules, par exemple, sur les pentes de la Croix-Rousse, mais pas que d'ailleurs, ce n'est pas que à la Croix-Rousse. Voilà. Et qui, peu à peu, avec le temps, c'est des choses qui ont été, on voit bien la confrontation entre le droit privé et le droit public, la puissance publique et les propriétaires privés qui ont eu des exigences qui parfois ont été, satisfaites justement de privatiser, ces espaces interstitiels finalement très confortables qui pouvaient profiter à beaucoup plus de gens qu'aux seuls propriétaires. Et donc là-dessus, Raphaël Michaud, comment, déjà sur l'existant, je parle que de choses qui sont déjà là, comment, sur la question des îlots fermés, etc., comment vous pouvez agir, comment vous avez, collectivement bien sûr, réfléchi à ce qui est déjà là en fait. Ça touche à un point très sensible, c'est que dans ma réalité d'adjoint à l'urbanisme et du coup dans les permis que je signe, je suis amené chaque semaine à autoriser des résidences à se fermer, à remettre un portail là où il n'y avait pas de portail, à mettre une grille là où c'était ouvert, à accepter qu'il y ait des endroits qui se ferment. Et globalement, cette fermeture de la ville, que le droit accompagne et que le droit presque encourage, en disant je suis chez moi, j'ai le droit de me clore et j'y vais, c'est extrêmement désagréable en tant qu'urbaniste de se dire on doit subir ça, et en tant que citoyen de se dire finalement des espaces où je peux aller poser mes fesses
et où je peux juste profiter de la vue, il y en a de moins en moins. Après, ça correspond à une réalité pour l'instant, à une phase où la ville a une certaine hostilité. Depuis le confinement et le déconfinement, on voit qu'on a des problèmes qui sont de la psychiatrie, relevant de la psychiatrie, avec des problèmes d'espace public qui sont relativement désagréables. C'est aussi notre promesse d'avoir cet espace public qui redevient agréable avec plus de nature, plus d'espace. Il y a énormément de liens qui se tissent autour de ça, mais il y a effectivement une ville qui a des interstices, qui a des lieux qui sont hybrides entre l'espace public et l'intimité. Mais pour l'instant, à court terme, on a un phénomène de marée montante qui est plutôt pour aller se clore, et on organise à travers un espace public apaisé et à travers des espaces de cœur d'îlot qui soient plus clairs dans leurs usages et dans leurs fonctions, on organise la potentielle réouverture dans les années à venir. Et alors, Ethan Levy, peut-être pour vous faire poursuivre un petit peu cet échange sur cette question du ressenti différencié de la densité et de la désirabilité de ce type de modèle. Vous œuvrez chez Roofscapes à la construction surélevée au-dessus des toits sur les bâtiments patrimoniaux. Vous nous l'évoquerez peut-être. On le sait, les Français restent largement attachés à la propriété du logement individuel. On a un peu cette mythologie du pavillonnaire, etc. Dans le même temps, le prix des grands centres urbains est exponentiel. Ça dissuade un grand nombre d'habitants à travers des stratégies résidentielles différenciées, des couples avec des familles qui vont partir un peu plus loin que le centre-ville, etc. Est-ce que vous êtes confronté à travers votre pratique à une désirabilité finalement de cette densité en centre urbain? Est-ce que les gens avec qui vous travaillez vous s'accordent pour dire que c'est des bonnes idées et qu'en est-il en réalité? Oui, je pense que c'est tout ce qu'on essaie de faire à travers Roofscapes, finalement, c'est de partir du constat que on a des villes qui sont de plus en plus denses, notamment à Paris, mais je sais qu'à Lyon on a ces mêmes problématiques, notamment avec la privatisation de certains espaces qui à une époque étaient publics et qui le sont plus toujours. Et notre pari, notre formule, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut rendre à nouveau désirables ces villes, ces centres-villes qui se sont énormément densifiés, qui continuent de le faire, tout à l'heure Raphaël parlait de ce rapport que vous avez à Lyon avec la Cité Jardin, avec la nature d'une certaine manière, même s'il faut toujours, je pense, définir ce qu'on entend par nature, mais pour nous à Paris, je crois qu'il y a et je pense que c'est pas très différent à Lyon, on a cette échelle des arbres en ville qui, d'une certaine manière, est assez proche de l'échelle des immeubles, et je crois que c'est un peu la limite maximale désirable, et que quand on va beaucoup plus haut que ça, beaucoup plus dense que ces limites de 6, 7, 8 étages, on devient un peu déraciné, un peu hors sol. Et nous, justement, ce qu'on essaye de faire avec Roofscapes, donc, c'est de ramener les gens vers cette nature. Et donc, oui, il y a évidemment une demande, je pense, de personnes qui, sans ce retour de la nature, aurait tendance à partir en banlieue, en périphérie, dans des endroits a priori moins denses, mais avec le manque d'intensité urbaine qui vient avec. Peut-être vous voulez réagir, Raphaël Michaud, là je vous vois dodeliner. Oui, mais sur cette question de la hauteur, c'est très important de savoir quelle est la hauteur maximale qu'on peut s'autoriser. On a évidemment le sujet de la constructibilité. Enfin, finalement, quels sont dans les modes constructifs avec des matériaux naturels, quelles sont les limites structurelles, quelles sont les limites autorisées par les pompiers, par la réglementation, ou tout simplement par la qualité intrinsèque du matériau. Ça définit aussi une limite. Après, ce qui est sûr, c'est que en ville, quand on est aussi bien desservi, quand on est dans des endroits très intenses où on a à proximité directement, à un quart d'heure de chez soi, à la fois un travail, une école, une crèche, une piscine, enfin, on a envie aussi de profiter un peu d'une certaine hauteur. Et j'allais dire ma grande fierté, puisque maintenant j'arrive de mon côté à mi-mandat, de se dire en 2 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai autorisé 500 000 m² de surface de plancher de logement.
Et dans le même temps, chacun de ces logements a permis de retrouver une part de pleine terre à travers la reconquête des parkings, à travers la reconquête des friches. On a retrouvé 3 hectares, quasiment 3 hectares de pleine terre. Et cette victoire-là, elle permet aussi de la densité, puisque finalement, elle permet ces arbres-là qui iront jusqu'au 5e étage. Et puis, elle permettra à une seconde échelle de bâtiment en général qui est légèrement en retrait, qui est un peu comme ça se fait à New York, régulièrement un peu implanté différemment, sur des gens qui de toute façon, en étant au-delà du 5e étage, se sentiront un peu moins en ville, seront un peu moins tributaires du bruit de la rue, un peu moins tributaires et un peu moins solidaires de ce qui se passe au rez-de-chaussée, mais qui au quotidien participeront à l'animation urbaine et éviteront quelque part de l'étalement urbain. Donc cette limite, moi je l'entends bien de dire les arbres et les arbres qui en général plafonnent au 5e niveau pourrait être une limite. Pour moi, la vraie limite, c'est une limite plutôt constructive. Et j'avoue qu'à Lyon, nous, on s'est fixé un plafond qui est plus haut, qui est plutôt du côté de 50 mètres, qui est une limite au-delà duquel on parle d'un immeuble de grande hauteur et qui régule, en tout cas, notre plafond personnel. Oui, juste une précision. Donc, en gros, on compte 3 mètres pour un étage. En gros, c'est ça, si on ne veut pas être trop bas de plafond en tout genre. Et donc, 50 mètres, ça correspond 15 étages. C'est ça. 15 étages. Et le Vélum lyonnais moyen, je reprends mon histoire de plan Morand, rive gauche, etc. C'est R+5. Donc, on est plutôt à 15-20 étages, puisqu'on a des hauteurs sous plafond plutôt plus élevées. Là, la ville lyonnaise est classiquement plutôt autour de 28 mètres. C'est des choses qui sont assez régulières et qui permettent d'avoir cette densité importante. Après, avec une histoire qui a eu des émergences depuis toujours, qui ont permis d'avoir régulièrement 10, 12, 14 étages. Pour le coup, on a des exemples dans Lyon. Nous, on a un très bel exemple, un patrimoine qui est municipal, qui est la tour Guyot-Bourdex dans le 8e, qui est une des premières tours qui était sortie en béton précontraint là, et sur laquelle on a un Reinventing Cities qui est en cours là, donc j'en parle avec forcément beaucoup de passion. Et on a cette tradition de Lyon de dire on a une densité importante et puis on se permet quelques émergences qui n'ont de limite finalement que les modes constructifs. Et là encore une fois, à Lyon, on va livrer cette année un bâtiment de 15 étages réalisé principalement en bois, le projet Albizia sur la Confluence, et c'est une grande fierté de se dire qu'on sait faire ce que font tous les autres Européens finalement, une tour qui existe déjà dans son équivalent en Autriche, enfin il y a beaucoup d'autres pays qui le font, et voilà, pour moi cette limite de 50 mètres elle a relativement du sens, et c'est pas uniquement une réglementation pompier ou une réglementation IGH immeuble de grande hauteur qui limite cette hauteur. On le voit, la taille compte finalement, et j'aimerais au-delà de cette boutade poursuivre quelque peu notre échange sur une autre forme urbaine qui a eu la part belle il y a une dizaine d'années, qui était l'écoquartier. À Lyon notamment, le célèbre quartier de la Confluence a été salué de toutes parts, etc. Quand dans le même temps on savait que c'était essentiellement un élément de marketing territorial qui a permis à l'État français de vendre ce modèle d'écoquartier en Chine et ailleurs. Qu'en est-il aujourd'hui de ce type de forme urbaine ? Est-ce que dans la densification prévue à Lyon, c'est également une forme que vous investissez, et sinon, quelle serait, au-delà de cette surélévation, quels seraient les projets que vous avez à l'œuvre sur le métier ? Pour être très clair, on est ici à Radio Anthropocène et c'est pas un hasard, c'est que pour moi il n'y a pas d'éco-quartier. Enfin, à la limite on serait une éco-ville, peut-être ça aurait du sens, mais on est nous parmi les villes, les 100 villes climatiquement neutres dès 2030. Ça fait partie des éléments qu'on a réussi à obtenir auprès de la Commission européenne l'année dernière, et c'est une vraie fierté de se dire que l'ensemble de la ville, l'ensemble des constructions participent explicitement à la transition écologique. Donc par rapport à ça, se dire on se cantonne, comme ça a pu être le cas par le passé, à quelques bâtiments démonstrateurs, un bâtiment en paille, un bâtiment en bois, un bâtiment démonstrateur de je ne sais trop quelle autosuffisance énergétique, pour moi ça n'a pas tellement de sens, puisqu'il nous faut que chacun des bâtiments s'adapte à la transition, s'adapte au dérèglement climatique et limite son impact sur le dérèglement climatique qu'on observe. Donc par rapport à ça, l'écoquartier pour moi c'est pas un sujet, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Par contre, pouvoir se dire qu'il y a eu des démonstrateurs qui ont été tentés, il y a eu des initiatives qui ont été où on a poussé les curseurs au maximum, c'est très bien parce que ça permet de montrer tous les échecs et c'est de montrer toutes les limites de systèmes où on part du principe qu'on aura un bâtiment nouveau pour un homme nouveau et que derrière on aura une performance énergétique incroyable. Non, les humains restent humains et en fait dans la réalité il va falloir traiter aussi avec les usages et avec les savoir-faire de chacun.
D'ailleurs, on a vu que ça avait disparu du vocabulaire. Enfin, c'est plus les éléments de langage qui sont utilisés à Lyon. Ethan Lévy, à Paris, est-ce que ça reste un élément de langage usité, cette question de l'écoquartier, ou à l'échelle du Grand Paris d'ailleurs, pas forcément de Paris? Je pense que je suis pas forcément le meilleur expert, en tout cas du côté politique de ce sujet. À Paris, on a récemment eu ce projet de l'îlot fertile qui est sorti de terre et qui se présente comme un quartier zéro carbone. Donc, je pense que ça reprend certains de ces éléments de langage de l'écoquartier. Après, j'ai l'impression, surtout quand je regarde ce qui se fait autour de Paris, c'est peut-être davantage en périphérie que encore aujourd'hui des promoteurs, des collectivités qui jouent sur ce vocabulaire pour tout simplement attirer des acheteurs ou des habitants. Maintenant, je pense que il faut évidemment faire la part des choses entre ce qui est vraiment vertueux et je connais pas exactement à Lyon ce que vous faites pour arriver en 2030 à être climatiquement neutre, mais j'imagine que tous les moyens sont engagés pour aller dans cette dynamique, et il faut faire la distinction entre ça et d'autres approches qui sont peut-être davantage du greenwashing. Oui. Alors justement, si à Lyon on est passé du côté non plus de l'écoquartier, mais finalement de l'écocité, là on est non pas de l'écocide, de l'écocité, je dis bien, puis c'est cité anthropocène qui le dit, donc tout va bien. Donc on a bien compris, il y a cette question de plus de nature, en tout cas d'un sol préservé, plus d'espace interstitiel, plus de prolongement aussi au logement, j'imagine, qui correspondent à un désir, en tout cas exprimé très fort des Français. Bon, la question des cœurs du loup, on l'a un peu abordé. La question des vis-à-vis, vous en avez parlé, la gestion des vis-à-vis, parce que ça aussi c'était une espèce de peur. Alors la question de la taille du logement, la question de la variation des formes et des typologies, ça aussi, ça doit correspondre à des objectifs. La proximité, vous en avez parlé, Raphaël Michaud, des pôles d'emploi, de services, de commerce, des transports, évidemment. Ça, c'est pour toute la question désirabilité, acceptabilité. Mais pour qui ? Moi, la question que je me pose, parce qu'il y a évidemment le nerf de la guerre, c'est la question de l'argent. Et on le voit bien, même si à Lyon, en particulier, Ethan, je vous donnerai la parole après sur ce sujet, des efforts, en tout cas des mesures ont été prises sur les questions des loyers, etc. Mais le marché qui est libre, non, il ne l'est pas. Alors je vous écoute. C'est fini, ça. Alors c'est fini, c'est formidable. Allez-y. Non, mais c'est vrai que, moi je suis adjoint à la ville abordable, bas carbone et désirable, mais abordable, ça vient en premier. Finalement, c'est le nerf de la guerre, c'est de se dire, pour l'instant, on est en train d'assister à un évincement des familles. On a une gentrification qui est à l'œuvre, et pour l'instant, petit à petit, notamment les personnes les plus modestes sont amenées à sortir de la ville. Donc par rapport à ça, c'était une des premières mesures qu'on a pu prendre, se dire avec la métropole, qu'est-ce qu'on a comme bouquet de solutions. Et là, pour le coup, j'allais dire sur étagère, les services avaient 1000 solutions à nous proposer pour dire, on a Airbnb qui nous met le bazar, on a des systèmes de régulation d'Airbnb. Vous considérez que sur le logement social on n'y va pas, on va modifier le PLU. Vous voulez des éléments où on va aller densifier les fonciers bailleurs, on y va. La surélévation, on a plein de choses. Donc on a été sortir tous les dispositifs pour dire, il faut réguler le marché. L'encadrement des loyers, vous voulez une expérimentation, ça tombe bien, l'État vous propose, allez, c'est parti. À partir de là, il faut constater que oui, face à un marché qui est devenu complètement incontrôlable, il faut des outils de régulation, il faut des outils financiers pour pouvoir aller sur le terrain et acheter et offrir du logement abordable. Et puis derrière, il faut encadrer ce marché qui était devenu complètement déraisonnable. Et pour l'instant, on est en train de doucher enfin les fruits. Pour le coup, on se le prend de manière un peu brutale parce qu'il y a cette grande crise de l'immobilier qui fait que les prix baissent et que pour une partie des acteurs, c'est des mauvaises nouvelles, et notamment pour les promoteurs, ça compromet beaucoup de modèles économiques et de modèles. Mais pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Les taux d'intérêt montent. Pour l'instant, en fait, il ne faut pas raisonner uniquement prix de l'immobilier. Ce qu'il faut se dire, c'est quel est le pouvoir de vivre, quel est le pouvoir d'habiter de l'ensemble des Lyonnais. Pour l'instant, on avait une décorrélation totale en 20 ans de
l'augmentation faible des revenus avec l'augmentation magistrale des loyers et de l'immobilier, là, on a enfin l'opportunité d'avoir une correction de marché qui va permettre enfin d'avoir un certain ajustement entre ce que gagnent vraiment les gens et ce que derrière ils peuvent mettre dans un logement. Donc c'est surtout ça la bonne nouvelle, c'est que finalement on voit que finalement en remboursant un tiers de son salaire, 30-35% de ce qu'on gagne dans un logement, bah, finalement on va pouvoir de nouveau peut-être revenir dans Lyon, parce que heureusement les salaires ne baissent pas, et là pour le coup on a cette belle promesse de un plein emploi dans la région et dans l'aire urbaine qui est réel. On a une réelle attractivité, donc on a globalement des salaires qui vont très bien, et dans le même temps un immobilier qui baisse, et à court terme ça reste une bonne nouvelle puisque ça va permettre à des familles, à un ensemble de publics de se loger, pour qu'on garde ce que nous on a toujours adoré à Lyon, qui était de dire bon an mal an, un tiers d'actifs, un tiers de jeunes ou d'étudiants, et puis un tiers de personnes âgées ou retraitées. Et finalement, cette érosion de sous ce public un peu fragile, cette érosion des familles qui ne trouvaient plus le côté désirable en ville, qui ne trouvaient plus les services, qui ne trouvaient plus les besoins de nature en ville, qui ne trouvaient plus les éléments, bah, petit à petit, on est en train de remonter la pente, on est en train de réoffrir une offre de service public, on est en train de réoffrir un espace public où quand son logement est trop petit, bah, on peut sortir ses chaises et aller dehors comme on le fait à Amsterdam ou comme on le fait ailleurs. On peut retrouver sur l'espace public un minimum d'apaisement des vitesses, 30 km/h maximum à Lyon. On peut retrouver des éléments qui font qu'on a de nouveau envie et on désire de nouveau habiter en ville. Donc ça, c'est des éléments qui vont être très longs. Pour l'instant, à Lyon, on est face à quoi? Depuis 2019, une population qui baisse, le dernier recensement l'a montré. Chaque année, des classes qui ferment, puisque chaque année, on a de moins en moins d'élèves avec ce renouvellement de la population qui est vraiment étonnant. Mais on fait tout pour la ville, pour le coup, a mis tous les moyens à sa disposition pour enrayer ce phénomène, et que d'ici 2, 3, peut-être 4 ans, on ait enfin un retour des familles en ville, et cet équilibre de la population en formation ou qui émerge dans la vie, et puis les actifs et familles, et le troisième tiers qui serait cette population plutôt retraitée, puissent retrouver chacun leur place dans une logique de diversité, notamment des revenus. Et alors, d'une part, on vous souhaite du courage pour concilier ces 3 impératifs de votre délégation, qui est à la fois être abordable, bas carbone et désirable. Mais pour poursuivre un peu sur la question que vous a adressée Valérie, sur la question finalement de à qui profite ou à qui est destinée ces politiques de ville bas carbone et désirable. Qu'est-ce que vous répondez, sachant que l'un comme l'autre, Ethan, vous travaillez essentiellement sur les bâtiments patrimoniaux, et d'un autre côté, les écologistes qui sont élus des centres-villes, on les taxe souvent d'être élus par des bobos de gauche qui vivraient dans les grands centres urbains, qui seraient déjà convaincus par l'impératif climatique, etc. Et alors, en fait, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, sachant que les politiques, au-delà de la simple question du logement, que ça soit les zones à faible émission, la politique des mobilités, etc., sont aussi assez critiquées, et peut-être par des classes dites populaires. Comment vous maintenez l'attractivité ou la capacité de constituer une ville abordable aussi pour les couches les plus populaires de la ville de Lyon? Et Ethan, peut-être une réaction aussi à ce sujet ensuite. Il faut assumer une part d'interventionnisme. Quand on est en train de créer, comme on l'a annoncé cet après-midi, une rive droite du Rhône qui va se rouvrir au public, où on va enlever une autoroute urbaine pour mettre un grand parc, un grand espace de nature et de respiration, oui, on va créer de l'attractivité, on va créer de la valeur, on va créer une envie d'habiter en ville. Dans le même temps, ça suppose d'avoir pas mal d'interventionnisme pour acheter des immeubles, pour les transformer en logements sociaux, pour aller construire des logements sociaux, pour aller surélever des endroits pour y placer des publics un peu fragiles. Donc effectivement, ça suppose un budget, mais pour le coup, on a mis les moyens, la métropole a mis les moyens. Ma collègue Sofia Popov, qui travaille sur le logement, elle a un portefeuille important et un budget important qu'elle peut mobiliser pour arriver à garder une part de chaque revenu et une part de chaque diversité dans les parcours de vie. Et c'est vraiment important de savoir que recréer de la désirabilité en ville, ça suppose en parallèle de savoir ménager de la ville abordable. Donc effectivement, cet équilibre ville abordable, bas carbone et désirable, c'est un triptyque qui au quotidien, sur chaque permis de construire, nécessite pas mal d'engagement pour arriver à tenir la qualité. Et alors Ethan Lévy, question un peu provoque, est-ce que Roofscape c'est une démarche pour les bobos parisiens, ou comment vous faites pour adresser également ces enjeux pour des populations dites vulnérables et précaires ?
Oui, je pense que ce que disait Raphaël Michaud sur l'équilibre à avoir entre désirabilité et abordabilité, c'est également la clé de notre de notre projet, et en tout cas autour de ce dilemme a priori difficile à concilier que tout se passe, parce que d'une part la question voilà, comme vous en avez parlé, François et Valérie, des financements qui payent finalement pour toutes ces adaptations, toutes ces nouvelles constructions ou rénovations, et je pense qu'évidemment les pouvoirs publics ont un rôle à jouer là-dedans, mais que ça doit aussi passer à un moment par le secteur privé, que ce soit les copropriétés ou les foncières et les promoteurs. Donc il y a, voilà, je pense dans un premier temps cette question du financement qui doit être partagée, et également pour répondre à votre question, François, sur qui est finalement l'utilisateur et le public du travail de Roofscapes. Je crois que là aussi on a besoin d'avoir une diversité, d'avoir d'une part des populations peut-être plus aisées qui vont pouvoir absorber, prendre en charge une grande partie de ces adaptations, et en même temps on peut pas se permettre de seulement ou de gentrifier des villes et des toits, et de pas ouvrir à tous les habitants d'une ville ces nouveaux espaces. Donc je crois que là aussi il y a un rôle assez important à jouer sur la régulation de la part des pouvoirs publics, et peut-être pour compléter ce que disait Raphaël, moi ce qui me paraît important et ce qui me frappe en travaillant sur Roofscapes, c'est un certain manque de coordination des différents systèmes administratifs, des différents systèmes politiques entre les communes, les métropoles, les régions et l'État. Je pense que voilà, il y a plein de bonnes raisons qui expliquent, notamment de raisons d'opposition politique, qui expliquent ce manque de coordination sur certains projets, et notamment sur le financement de ces projets. Mais pour moi, c'est vraiment l'une des clés pour qu'on puisse avancer sur ces sujets de rénovation urbaine, d'adaptation des villes au dérèglement climatique, qu'il y ait une meilleure synchronisation de tous les acteurs. Et je sais que c'est un peu bateau de dire ça. Non, mais c'est pas bateau. En fait, la question que je me pose, c'est cette synchronisation que vous appelez, qui paraît évidemment tout à fait efficace et désirable pour le coup. J'aime bien qu'on parle des désirs quand on parle de densité. Je trouve ça tout à fait étonnant et vachement bien. C'est que pour qu'il y ait cette concorde entre les différentes échelles, il faut qu'il y ait concorde politique, c'est-à-dire au sens de l'objectif. C'est-à-dire peut-être pas la manière dont on doit cheminer, parce qu'encore une fois, si on connaissait absolument toutes les solutions, ce serait compliqué. Mais au moins qu'il y ait cette échelle-là. Raphaël Michaud, vous, j'imagine, Ville de Lyon, Métropole de Lyon, vous êtes en phase sur les objectifs. Donc là-dessus, je pense que ça avance. Alors après, il y a la région. Je ne sais pas quelles sont ses compétences en matière, en tout cas à l'intérieur du territoire de la ville et de la métropole. Et puis il y a l'État. Et là, c'est plus compliqué. Oui, c'est sûr que le millefeuille territorial fait beaucoup de mal là pour le coup à l'efficacité des politiques publiques et à l'efficacité face au dérèglement climatique. Enfin, finalement, on a cet élément qui nous tombe dessus, qui n'est pas ni de gauche, ni de droite, ni écologiste. C'est juste factuellement, nous avons ce dérèglement à traiter. Donc, il faut atténuer les effets, il faut éviter de l'encourager. Et par rapport à ça, nous, on est frappé de plein fouet sur le fait qu'on a besoin d'ingénieurs qui redécouvrent les usages de la terre, qui redécouvrent la capacité à dimensionner une charpente en bois, même sur 15 étages. Et par rapport à ça, la région a juste décidé de fermer les budgets de formation sur tous ces éléments, sur la structure et sur la construction. Donc par rapport à ça, effectivement, on est complètement désarmé. Ou quand l'État décrète qu'il y aura juste une autodéclaration des constructeurs sur leur capacité à tenir des étiquettes énergétiques en disant, comme sur un frigo finalement, c'est de se dire, le fabricant de frigo dira « je suis de classe A », et le bâtiment sera sur une déclaration sur l'honneur de classe A, DPE.
Et par rapport à ça, il y a un vrai danger qui est finalement cet autocontrôle et cette autorégulation qui, dans les faits, cette main invisible du marché ou cette main invisible qui n'existe pas. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a une grosse frustration de se dire, même en tant que politique et même en tant que finalement adjoint à l'urbanisme qui a soi-disant droit de vie ou de mort sur les permis, on a quand même cet énorme plafond de verre qui est la réglementation énergétique. Enfin, moi je suis là surtout pour l'embellissement des villes, hein. Finalement l'urbanisme c'est pas aller regarder combien de kilowattheures par mètre carré consomme un bâtiment. On les appelait comme ça, hein. Après la Révolution française c'était les grands embellisseurs, c'était pas les adjoints à l'urbanisme. Mais donc voilà, par rapport à ça, il faut admettre un certain degré de modestie en disant bah oui, on est tous interdépendants et oui, il va falloir apprendre à travailler avec la région et oui, même quand la région décide de se retirer des investissements comme ils peuvent le faire à la Pardieu ou à Perrache et se dire bah ils nous laissent en plan face à des moignons qu'on va avoir à traiter, on a littéralement des objets qui vont être coupés en deux, et ben il va falloir être intelligent, avoir de l'astuce et se dire face à des usagers qui eux habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail, face à des usagers qui ont des besoins de confort thermique, de bien-être, de nature en ville, juste de santé en fait, et ben il va falloir apprendre à être un peu intelligent. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est une grande chance qu'à Lyon on a été retenu par l'AMI par la Commission européenne qui nous laisse cette chance de dire eh bien allez-y, listez au niveau régional, listez au niveau national quels sont les verrous qui vous empêchent d'être neutre en carbone dès 2030. Et par rapport à ça, peut-être que la Commission, Ursula von der Leyen, ira écrire à Monsieur Macron en disant Monsieur le Président de la République, il y a quelques règlements qui en France piquent un peu parce que c'est bizarre, au niveau européen ils n'existent pas dans les autres pays, ça se passe bien, et là hélas on a ces éléments qui sont ces plafonds de verre que je retrouvais comme associatif au niveau politique et que je retrouve comme politique au niveau national pour l'instant. Et alors justement concernant cette question des normes à produire finalement et de cette hiérarchie des normes complexe puisque millefeuille territorial français, pour justement construire cette ville bas carbone, désirable dont on parle tant, quels seraient les instruments juridiques à mettre en place pour innover? On le voit, il y a à Paris par exemple la ville s'est dotée de son premier PLU, donc le plan local d'urbanisme, qui est le document réglementaire qui spécifie les usages des sols pour une ville, premier PLU bioclimatique. Alors qu'est-ce qu'on en fait à Lyon? Qu'est-ce que ça produit et où est-ce que la ville peut agir finalement dans ce champ réglementaire contraignant? Est-ce qu'on a une autonomie ou une capacité à produire de la norme forte, alors qu'on a aussi une tendance à avoir de la norme molle avec des chartes, des labels, enfin tout ce gouvernement à distance dont Renaud Epstein nous parlait juste avant. Alors, c'est un cas particulier peut-être à Lyon, mais on a une grande tradition à Lyon de la négociation de projets et du partenariat public-privé. Donc vraiment, moi j'hérite d'un cas particulier que j'essaye de faire infuser sur le reste de mes collègues, qu'ils soient écologistes ou non. Enfin, finalement, on reçoit régulièrement des délégations qui viennent voir c'est quoi le modèle lyonnais de la construction, et on a vraiment cet intérêt sur l'atelier préalable au dépôt des permis de construire, qui est un lieu de discussion où on vient voir ce qui est possible de faire, en quoi est-ce que chaque bâtiment pourrait participer à la transition écologique de manière explicite. Effectivement, c'est l'intitulé de la charte que je porte avec 10 grands objectifs à apporter. Et cette capacité des acteurs à proposer des solutions, moi derrière, je sais les traduire avec les services en outils. Et heureusement, le Code de l'urbanisme recèle de 1000 dérogations et de 1000 exceptions qui me permettent de mobiliser des permis de déroger, enfin finalement des permis d'expérimenter, des permis qui derrière vont sortir à la confluence le premier bâtiment de France qui n'aura pas une continuité de ventilation en permanence. Donc par rapport à ça, oui on a le PLU, oui on est aligné avec la métropole, donc par rapport à ça on peut se permettre de se dire si vous construisez en bois, si vos étages sont un peu plus épais, on vous laissera monter un peu plus haut, et ça c'est déjà une bonne nouvelle. Mais en plus de ça, on a une capacité d'expérimenter, de dire si vous êtes juste à côté d'un mode de transport, on pourra vous exonérer de faire des sous-sols, vous exonérer de faire des parkings, et ça facilite directement les modèles économiques, ça trouve directement des solutions, et on a derrière une réponse aux besoins de logement des Lyonnais. Donc par rapport à ça, heureusement, le droit de l'urbanisme, c'est une jolie boîte à outils et il y a plein de solutions. C'est bien, la boîte à outils c'est toujours bien. Mais il y a le marteau, tout ça. Il y a pas la aussi, je crois. Je crois me souvenir dans la boîte à outils. Ethan Levy, justement, dans les difficultés que vous évoquiez, justement, voilà, est-ce que justement ce PLU climatique à Paris vous aide ?
Oui, alors c'était complètement d'actualité ce sujet de PLU bioclimatique qui a été voté avant-hier à Paris et auquel on a un petit peu contribué sur la question de la végétalisation des toits. Je pense que c'est un document qui va dans le bon sens, mais qui, comme toutes les normes, va être amené à être testé, à se confronter à la réalité. Je pense que ça révélera des contradictions sur, d'une part, des objectifs d'identification et de végétalisation de la ville, de pleine terre, d'autre part, des objectifs de densification, d'augmenter la quantité de logements sociaux. Donc voilà, je pense que c'est un document qui appelle à être testé et qui va devoir être éprouvé par plusieurs expérimentations. Et à Paris aussi, on a des expérimentations. Un autre document qui a été réalisé très récemment, qui a été présenté hier au Conseil de Paris et auquel Roofscape a également contribué, c'est une mission d'information et d'évaluation qui s'appelle Paris à 50 degrés, qui a été portée par deux conseillers de Paris. C'est quel bonheur! Voilà, c'est vrai que c'est vendeur. Là, vous nous faites rêver. Je ne sais pas quel est le communicant qui a imaginé ça. Hein. Paris à 50 degrés. C'est la préparation. Waouh. C'est une très bonne nouvelle. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Les détails. Je ne vous souhaite pas d'avoir besoin de faire ça à Lyon. J'espère qu'il n'y aura jamais besoin de faire un Lyon à 60 degrés. Ou ce genre 69 degrés. Voilà, encore plus exact en tout cas. Non, je crois que ce qui a été assez intéressant avec ce titre, avec cette manière très parlante de concrétiser un problème qui risque de nous arriver, qui va manifestement nous arriver à un moment, et c'est, je pense, assez intéressant qu'on en parle sur Radio Anthropocène. Ce qui a bien marché par opposition au PLU, qui évidemment, comme c'est un document très important et qui est appelé à durer dans le temps et du coup traduit des oppositions politiques, je crois que la chance qu'on a aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la coordination des acteurs publics, mais la chance qu'on a et la malchance qu'on a en même temps avec le dérèglement climatique, c'est que c'est de plus en plus difficile de pas reconnaître que ça existe, de pas être d'accord avec la réalité qui est face à nous, parce que les faits s'accumulent les uns après les autres. Et donc, ce qui a été assez remarquable avec ce document Paris à 50 degrés, c'est que ça a permis de mobiliser de manière assez transpartisane toutes les volontés politiques à Paris, au Conseil de Paris, pour faire des préconisations de ce qui marcherait bien pour les toits, pour les façades, pour adapter les bâtiments, pour l'espace public. Et peut-être que Valérie, vous me demandiez si ce PLU bioclimatique nous aide. Je crois que c'est vraiment d'avoir aussi des plus petites initiatives comme Paris à 50 degrés qui nous aident aussi à être très clairs sur les problèmes et les solutions potentielles qui peuvent être mises en œuvre. Bah c'est super, votre optimisme me fait plaisir. On avait un dernier volet avec François de Gaspéry. Là, Raphaël Michaud, vous avez co-signé avant-hier, à moins que je me trompe de date, une tribune dans Le Monde qui pointe des réglementations en contradiction avec la transition écologique, en réaction à un projet d'arrêté sur la réglementation incendie dans le secteur du bâtiment. On sait que la question de l'incendie a dévasté les villes pendant des siècles. C'était un vrai sujet. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas des lobbies à l'œuvre sous-jacents, ou alors je suis complètement naïve? Pour le coup, savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, c'est pas forcément l'essentiel de la problématique. Pour moi, ce que je vois juste, c'est que pour l'instant, on a une stratégie nationale bas carbone qui a été validée, on a des accords de Paris qui ont été validés. On doit baisser de 94% la production de carbone issue du bâtiment. Donc ça passe en partie par de l'amélioration thermique, mais ça passe surtout par des solutions où quand on va aller construire, il va falloir faire des puits de carbone. Donc par rapport à cette construction du 21e siècle, il va falloir trouver des solutions. Et c'est vrai qu'on a des solutions naturelles qui sont celles des matériaux naturels qui sont la terre, la pierre, le bois, la paille, le chanvre. Et tous ces éléments-là, ils ont des contraintes qui sont effectivement que dans l'imaginaire collectif, on a tous lu Les Trois Petits Cochons et on a tous une vision de « Ah bah la paille ça brûle » et « Ah bah le bois ça tient pas ». Et par rapport à ça, c'est important
de dépasser cet imaginaire, enfin finalement de lui remplacer un autre imaginaire qui est la réalité aussi concrète que le bois ne brûle pas tant que ça et qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut monter en hauteur, dans lesquelles on peut construire sans mettre en danger les usagers. Donc pour ça, encore une fois, je suis très heureux de savoir qu'on est en Europe et qu'en Europe, on a des bâtiments en bois qui se construisent depuis des années et que régulièrement, on peut aller au Vorarlberg en Autriche, on peut aller se promener même à Copenhague. Enfin, je veux dire, des gens qui font des bâtiments en bois et des pompiers qui savent protéger des bâtiments en bois, il y en a partout. Donc savoir que en France, on a quelques atermoiements, on se pose des questions en disant finalement, nous qui avons une expertise et une tradition du béton, voilà, pendant 40 ans, on a eu une parenthèse carbonée qui était une parenthèse du béton. Il faut savoir fermer cette parenthèse et maintenant on a des solutions qui sont sous nos yeux. Donc moi j'ai une main tendue clairement vers les pompiers en disant venez avec nous, on va faire ce que font les Grenoblois, de dire chiche, on met feu à un bâtiment, on regarde pendant combien de temps un bâtiment avec un étage en bois met à se consumer réellement. Et par rapport à ça, moi j'ai cette vraie aspiration de dire il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a des solutions, ne mettons pas les outils de la protection des biens et les outils de sécurité venir entraver cette émergence et cet essor des solutions naturelles qui sont notre survie à tous. Et alors, on a évoqué abondamment cette question de la ville bas carbone, de la ville en transition, de l'éco-ville, de l'éco-cité, etc. Toutefois, on le voit à l'heure de l'anthropocène, du changement global, il conviendrait peut-être de dissocier ou de dépasser la question du logement pour penser la question de l'habiter, penser le logement au-delà du simple espace résidentiel. Et on a aussi évoqué la désirabilité de cette ville plus compacte, plus dense, etc. Elle se heurte à des contraintes culturelles qu'on a un peu évoquées. Mais j'aimerais aussi revenir sur des contraintes réglementaires et sur là un enjeu un peu saillant et qui crispe, j'imagine, quelques personnes. Valérie l'évoquait en début d'interview sur cette question des copropriétés privées et sur l'enjeu par exemple d'ouvrir ces espaces pour en faire finalement des espaces interstitiels qui soient traversants et qui soient accessibles à une majorité de la population et pas uniquement pour potentiellement les seuls copropriétaires. Comment concrètement, pour produire de la désirabilité aussi, le Covid l'a montré, la ville isole, anonymise, elle est plus simplement ce lieu de l'anonymat, mais elle est presque le lieu de l'anomie. Alors comment, en tant que puissance publique, en tant que mairie, on réussit à construire et à constituer des espaces communs en dépassant le mythe, le point nodal qui est cette question de la propriété privée dans des copros privés qui sont quand même assez nombreuses en ville. On boucle avec la fossile, pas loin. On vous écoute. Raphaël Michaud. Pour le coup, il y a deux réponses qui sont très complémentaires. C'est se dire, sur l'espace public dont on est responsable, il y a un enjeu de retrouver du confort, du bien-être et une envie de pratiquer l'espace public. À Lyon, on a cet espoir un peu fou de se dire, c'est une ville des enfants et à Lyon, chiche, on pourra avoir des enfants qui vont à l'école sans être accompagnés par leurs parents. Et comme on peut le voir en Suisse, finalement, cette logique de dire, on a effectivement un nouveau modèle de vie, on a une régulation sociale à faire pour que, oui, on puisse laisser ses enfants aller à l'école sans avoir la boule au ventre en se disant, mais ils vont se faire écraser, ils vont se faire enlever, ils vont se faire... Enfin, finalement, c'est la réalité de ce qu'on vit en tant que parent. Enfin, pour le coup, c'est la réalité. Donc, il faut offrir une ville qui soit plus apaisée et par rapport à ça, des espaces publics qui soient désirables. Donc ça, c'est notre travail. C'est mon collègue, notamment Gauthier Chapuis, qui retrouve plusieurs hectares chaque année de nature en ville et mon collègue Valentin qui s'assure que les carrefours sont praticables même par des enfants. Et après, il y a cette question de l'intime et cette question de l'espace privatif où là, il faut qu'on donne envie aussi aux personnes qui habitent dans un même immeuble de se parler et d'avoir des lieux qui soient autre chose que des AG de copro où on parle d'argent. Donc par rapport à ça, on a nos collègues de la métropole qui ont mis en place des aides pour aller arracher du bitume et pour aller retrouver des espaces de nature, pour aller retrouver des composts de quartier, pour aller des composts de copropriété. Enfin finalement, il n'y a rien de plus naturel que d'aller mettre ses épluchures dans un compost, il n'y a rien de plus naturel que d'aller gratter la terre pour aller trouver 3 fraises chaque année. Et ça, ces lieux-là, ça nous ramène à notre aspect terrien. Enfin pour le coup, Bruno
la tour reste vraiment un élément central là-dedans, de se dire, si on veut savoir qu'est-ce qui fait qu'on fait société, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble dans un même lieu, avoir les deux pieds dans la terre, ça aide. Et ça, pour le coup, l'envie de se tourner vers les autres et l'envie de cette capacité à aller vers les autres suppose qu'on ait à un moment ou à un autre cette verticalité, de se dire, on est bien ancré là où on est bien là où on est content de nos voisins, on n'est pas uniquement en train de taper du balai quand à 4h du matin, il y a les voisins du dessus qui font la fête, et on sait aussi faire la fête des voisins, on sait aussi aller faire cet espace, et donc il faut que l'espace intime soit un espace partagé et désirable. Oui, alors, bon, effectivement, il y a toutes ces questions interstitielles dont on parlait. Puis Lyon et Paris, n'en parlons pas évidemment, sont de très belles villes avec des quais. Enfin bon, il y a quand même des atouts, des collines. Enfin, c'est quand même des villes assez sublimes en réalité, qui ont un beau potentiel, comme on dit. J'avais une question subsidiaire pour revenir à la question de l'architecture bois, parce que j'affectionne particulièrement cette question-là, et je me tourne vers Ethan Levy, qui, alors que vous étiez au MIT étudiant, vous avez mené un travail qui s'appelle Still Standing, et qui est une recherche sur la rénovation de logements soviétiques grâce à la préfabrication de bois en bois. Et j'aimerais que vous nous en parliez, parce que je sens, parce que la faucille. Parce que la faucille, c'est un peu le mantra de la journée, c'est complètement pas prévu. Et je dis ça pourquoi ? Parce que je rappelle quand même, je fais un tout petit pas dans l'histoire, c'est que l'histoire soviétique du logement d'après-guerre rejoint beaucoup l'histoire de la reconstruction française. Il y avait des vraies passerelles finalement entre la reconstruction, donc le programme à l'époque, je rappelle, c'était le général de Gaulle qui était au pouvoir, et sous le régime soviétique, c'était notre ami Joseph Staline, enfin ami étant évidemment une blague de fin de journée. Donc je voudrais que vous me parliez de ça, parce que l'idée de connecter ce pays qui utilise très peu finalement l'architecture bois. Vous parliez tout à l'heure des exemples du nord de l'Europe, Raphaël Michaud, mais c'est pas le cas de la Russie aujourd'hui. Mais pourtant, vous avez travaillé sur ce sujet, Ethan Levy, et ça m'intéresse que vous nous disiez deux mots. Oui, alors, donc tout à coup, on part très loin de. je sais, mais j'ai besoin de. À Lyon et à Paris, mais c'est effectivement pour la petite histoire comme ça qu'on s'est rencontrés, Valérie, autour de ce projet. Donc avec Roofscapes, comme vous l'avez compris, on travaille sur l'adaptation des toits en pente des centres denses, historiques, patrimoniaux, tous les adjectifs que vous voulez, parce qu'on avait l'impression que c'était un peu, avec mes associés, un angle mort des questions d'adaptation des villes, ou en tout cas des centres-villes de Paris, de Lyon et d'autres métropoles européennes. Mais à la base, beaucoup plus largement, ce qui nous intéresse, c'est effectivement cette question de l'adaptation des bâtiments en général. Et je pense que en France, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent le travail des architectes Lacaton et Vassal, a été est toujours très inspirant pour beaucoup de monde. Ouais, là, j'imagine que vous citez la tour Bois-au-Prêtre à Paris, avec donc cette épaisseur supplémentaire qui a été trouvée à cette tour. C'est une tour, c'est ça, de logement. C'est Porte Pouchet, je crois. On est dans ce secteur-là, et qui a permis, en épaississant cette tour, d'augmenter la surface des logements par des loggias. Et tout ça a été fait avec un chantier avec les habitants sur place. Exactement, et je crois que ça recoupe certaines choses qu'on disait juste avant sur le besoin de créer de nouveaux imaginaires, de créer ou de ramener de la désirabilité si on veut pouvoir intervenir, pouvoir changer sur l'espace privé ou sur l'espace des copropriétés. Je pense que voilà, c'est une question de valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on offre qui n'était pas là, que ce soit de la place, une certaine idée de la beauté et d'autres choses. Je crois que c'est vraiment la clé pour aussi mobiliser les habitants et le secteur privé sur ces questions d'adaptation. Juste pour vous dire en deux mots, pour vous parler de ce projet Still Standing, qui était en fait à la base une étude sur la démolition et l'adaptation des bâtiments qui ont été construits sous Khrouchtchev à travers l'URSS. C'est un projet donc auquel on a travaillé au MIT avec mon collègue Ben Hogue, et qui en fait était parti du constat que l'URSS pendant la période sous laquelle ce pays a existé a
lancé le programme le plus important de construction de logements sociaux dans l'histoire du monde. Puis, peut-être quand la Chine dépassera un moment, mais il n'y a pas vraiment eu d'équivalent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une réplicabilité des mêmes typologies de bâtiments avec les mêmes plans à des endroits qui sont extrêmement éloignés de plusieurs milliers de kilomètres les uns des autres. Et on observe donc que des bâtiments identiques ont été au fil du temps, notamment quand l'URSS a éclaté et qu'il y a eu plusieurs pays autonomes qui se sont constitués, on a eu des conditions locales très, très différentes, notamment à des endroits en zone rurale qui sont dépeuplés et d'autres dans la périphérie de Moscou, notamment qui se sont tout de suite qui ont cherché à se densifier et qui aujourd'hui confrontent ces bâtiments en béton des années 60-70 qui sont pas forcément les plus charmants mais qui le sont quand même pour la végétation qui les entoure depuis le temps. En tout cas, ces bâtiments sont aujourd'hui questionnés et menacés de démolition dans certains cas. Et donc le but de ce projet de recherche qui a duré 2 ans et qui a impliqué plusieurs moments de recherche sur le terrain avec tous les acteurs en lien avec ces bâtiments, c'était de se dire est-ce qu'on peut passer d'un système de préfabrication en béton qui a donné le jour à ces bâtiments à un système de préfabrication en bois, comme on le voit dans plusieurs pays, notamment en Autriche, comme le disait Raphaël tout à l'heure, pour changer ce paradigme du matériau, aller vers quelque chose de plus vertueux, de plus vers un matériau biosourcé comme le bois, et du coup ne pas avoir forcément éviter cette destruction d'immeubles pour aller vers de l'adaptation. On va être obligé de s'arrêter, même si c'est absolument passionnant, et je pense que c'était intéressant de boucler avec ça, parce qu'en fait il s'agit de ça partout sur la planète en réalité. Peut-être François, un mot de conclusion. Oui, alors merci pour ce teasing, Ethan. On aura l'occasion peut-être chacun de creuser plus en détail ce beau projet. J'aurais aimé vous poser une ultime question en 2 mots, même si l'ingénieur du son me fait des gros yeux. Qu'est-ce que vous désirez l'un l'autre, puisqu'on parlait beaucoup de désirabilité, en 1 mot ou 2 mots, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour mener à bien cette ville désirable, abordable et bas carbone. Bas carbone. Raphaël Michaud. Là, pour le coup, c'est de l'envie. Pour le coup, c'est de l'envie citoyenne. Là, pour le coup, le défi, il reste d'aller vers des imaginaires qui soient désirables et qui permettent cette ville abordable, bas carbone et désirable. Super. Ethan Lévy. Et pour moi, c'est tout à fait aligné avec cette question d'imaginaire qu'il faut développer et mobiliser. Et je crois que pour le faire, il faut passer par un certain nombre d'expérimentations, de projets qu'on arrive à imaginer, mais aussi à mettre en place et à construire avec le soutien des acteurs publics et privés qui font la cité finalement. Ok. Eh bien, un grand merci à tous les deux. C'était un plaisir d'animer cet échange. À tous les 3 en fait, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a un personnage caché sur le plateau. Absolument silencieux et expert. On vous remercie également. Un grand merci pour l'organisation de cette journée, à la technique Thomas Balestrieri et Radio Bellevue Web, à l'ensemble des équipes qui ont participé à la programmation, à la ville de Lyon qui nous soutient financièrement. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio Anthropocène. Et oui, à la semaine prochaine. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.